Bon, petit bois. Donc, donc voilà, vous vivez dans un appartement minuscule et charmant, bah oui, au plafond bas qui donne sur un jardin. Vous vous souvenez de votre chambre de bonne, un couloir sombre et étroit, surchauffé, aux odeurs tenaces. Vous y avez vécu d'abord dans une sorte d'ivresse renouvelée chaque matin par le pépiment des oiseaux. Voilà, vous ouvriez les fenêtres et pendant de longues minutes, parfaitement heureux, vous regardiez la cour, la maison était vieille, non point croulante encore, mais vétuste, lézardée, les couloirs et les escaliers sont étroits et sales, suintant d'humidité, imprégnés de fumée graisseuse. Mais entre deux grands arbres et 5 jardiniers minuscules, de forme irrégulière, pour la plupart à l'abandon, mais riches de gazons rares, de fleurs en pot, de buissons, de statues naïves même, circule une allée de gros pavés irréguliers, qui donne au tout un air de campagne. C'est l'un de ces rares endroits à Paris où il pourrait arriver, certains jours d'automne après la pluie, que monte du sol une odeur presque puissante de forêt, d'humus, de feuilles pourrissantes. Jamais ces charmes ne vous lassent et vous y demeurez toujours aussi spontanément sensible qu'au premier jour. Mais il devient évident, après quelques mois d'une trop insouciante allégresse, que vous ne sauriez suffire à vous faire oublier les défauts de votre demeure, quoi. Habitué à vivre dans des chambres insalubres où vous ne faites que dormir et passer votre journée dans des cafés, il faut longtemps pour vous apercevoir que les fonctions les plus banales de la vie de tous les jours, dormir, manger, lire, bavarder, se laver, exigent chacune un espace spécifique dont l'absence notoire commence dès lors à se faire sentir. Vous vous consolez de votre mieux, vous félicitant de l'excellence du quartier, de la proximité de la rue Mouffetard, du jardin des plantes, du calme de la rue, du cachet, de leur plafond bas et de la splendeur des arbres, de la cour tout au long des saisons. Mais à l'intérieur, tout commence à crouler sous l'amoncellement des objets, des meubles, des livres, des assiettes, des paperasses, des bouteilles vides. Une guerre d'usure commence, dont vous ne sortirez jamais vainqueur. Pour une superficie totale de 35 mètres carrés, que vous n'oserez jamais vérifier, l'appartement se compose d'une entrée minuscule, d'une cuisine exiguë. Tu dors? Oui? Je suis désolé, mais du coup, je vais devoir recommencer ma description. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires, amateurs, amatrices de Georges Perec. Aujourd'hui, on va poursuivre. On va poursuivre cette série de critiques de scènes et de jeux. On vient de parler du FKR. Et là, on va parler d'une scène, voilà, on va zoomer sur une autre école, toujours inscrite dans le freeform, mais cette fois-ci totalement cocorico. On va parler du bac à sable narratif, ou également appelé bac à sable du quotidien. Alors, bon, tu verras que je préfère personnellement l'appellation bac à sable du quotidien. Je trouve qu'elle est un peu plus instructive sur ce que c'est vraiment, cette façon de jouer. Et puis bon, bac à sable narratif, le terme narratif, bon, je pense qu'il est utilisé au départ pour parler en fait que c'est du freeform, qu'on va essentiellement jouer sans règles. Mais bon, voilà, le terme narratif, il est tellement fourre-tout que voilà, je trouve que bac à sable du quotidien est beaucoup plus parlant. Donc, d'où ça vient, cette école de jeu, un petit peu orpheline, hein, parce que clairement, le bac à sable du quotidien, bah, je pense qu'il y a très peu, c'est très peu pratiqué, même en France, d'où ça vient. Il ne doit pas y avoir beaucoup de tables qui en font. Et puis, enfin, c'est plus un truc un peu théorique encore, quoi. Et il y a pour l'instant même pas de jeux finalisés qui sont publiés, quoi. Donc, on est sur une pratique qui est totalement, encore actuellement, du jeu de rôle maison. Je te renvoie bien sûr la vidéo sur le jeu de rôle maison. Mais voilà, c'est donc, comme je dis, il n'y a pas de jeux bac à sable du quotidien qui sont terminés et publiés, mais c'est par contre une scène ludique qui a eu droit à sa publicité, voilà, qui a été évoquée de façon publique, dans des podcasts. Je crois pas qu'il y ait d'actual play par contre, mais il y a au moins des podcasts
où on en parle, des articles et tout. Le premier bac à sable du quotidien, en fait, est inventé par Valentin T, hein, si je dis pas de bêtises, avec un bac à sable du quotidien qui s'appelait Démurge Academy. En fait, Valentin T, c'était un fan du jeu Démurge de Feu Frédéric Sintès, un jeu où on joue des psychométriciens et des pas que ça d'ailleurs, on joue des alchimistes hein, dans Démiurge, et il y a une école d'alchimie particulière qui est la psychométrie. Je sais plus c'est quoi exactement, mais bon c'est un truc, c'est une école de magie mentale quoi, pour dire les choses un petit peu à l'emporte-pièce quoi. Et en fait, Valentin T a pris ce truc en fait, cette école de magie mentale. Et il a étiré ce truc au maximum, quoi. Donc il a laissé tomber tout le reste du lore de Démiurge, a également laissé tomber le système de Démiurge, et il a zoomé à fond sur ce principe de magie mentale. Et en fait, Démiurge Academy, ça se passe sur un campus où on étudie la magie mentale, quoi. Voilà, ni plus ni moins, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle Démiurge Academy. C'est un bac à sable pour une personne. Ça c'est important. Hein. L'idée c'est que c'est du 1v1, un MJ, un PJ. Et le PJ, en l'occurrence, va être quelqu'un qui rentre à la Démiurge Academy pour apprendre la psychométrie et aussi pour vivre la vie de campus, quoi. Et donc, il y a plein de choses à faire en dehors de... Enfin, tu vas suivre les cours, hein, ça fait largement partie du jeu, mais tu vas vivre toute la vie de campus, en plus, faire plein de rencontres et vivre plein de choses, quoi. Et donc, il y a un côté quotidien dans le sens où il n'y a pas forcément de grandes aventures, quoi. Ça peut être t'inscrire au club de ping-pong, voilà, de l'école de psychométrie, ça peut être ça. Enfin, je veux dire, la magie mentale, c'est même pas dit qu'elle va être énormément pratiquée, que ça va être un truc central dans le truc. Il va vraiment y avoir beaucoup de tranches de vie. Et l'idée, c'est que Valentin a rédigé ou imaginé vraiment un campus très détaillé, avec beaucoup de lieux, beaucoup de PNJ, je vais y revenir là-dessus. Ensuite, il y a Simon et Manon Lee qui ont fait un deuxième bac à sable du quotidien, qui se passe, je crois que c'est dans la Chine des royaumes combattants, c'est dans une cité un peu fortifiée, où les personnages sont envoyés, je crois que c'est des jeunes aristocrates, hein, je crois, hein, qui sont envoyés là pour subir, pareil, une formation, mais ils ont beaucoup de temps libre, il y a beaucoup de temps à passer à observer et à se mêler, éventuellement, ou pas, de la vie des habitants de la forteresse, quoi. Alors, la particularité de ce bac à sable, c'est que il y a deux MJ, du coup, qui vont un peu se partager les PNJ, notamment un peu se partager les descriptions, et c'est un bac à sable pour deux PJ. Donc les PJ vont pouvoir se séparer, parce que du coup, si les PJ se séparent, eh ben les MJ peuvent également se séparer pour gérer les apartés, quoi. Sinon, bon, ça reste très proche de la philosophie de Démiurge Academy, donc avec beaucoup de quotidien, beaucoup de lieux, beaucoup de PNJ. Et votre serviteur a également fait un bac à sable du quotidien qui s'appelle la cour Corbel, où en fait on va être invité à la cour des hommes et femmes corbeaux, dans l'univers de Milvaux. Et là, c'est la grosse différence, c'est que bon, il y a un MJ, et c'est pour 1, 2 à 3 joueurs, donc c'est entre guillemets, c'est une des choses qui fait que ce bac à sable, il est un peu dérogatoire, il s'éloigne un peu des concepts posés avec Démiurge Academy. Déjà, c'est que il y a quand même plus de joueurs et donc on va moins se concentrer sur un personnage sur lequel on va passer beaucoup de temps, quoi. Après, bon, voilà, j'estime que ça respecte beaucoup de points de la philosophie, mais je suis d'accord avec Valentin a quand même trouvé que
ça s'en écartait également par d'autres points. Et bon, je suis d'accord. C'est un petit peu apocryphe, mais bon, je considère que je m'inscris quand même un petit peu dans cette inspiration-là. Alors bon, voilà, je t'ai fait l'historique. On va essayer de déterminer, de définir c'est quoi un bac à sable du quotidien. Donc un bac à sable du quotidien, c'est du jeu à campagne. C'est un bac à sable, hein, donc il n'y a pas de scénario linéaire, c'est un bac à sable, mais ça diverge de la conception habituelle du bac à sable. Parce qu'en fait, si on veut, généralement, un bac à sable classique, c'est en fait une zone géographique avec, on va dire, des PNJ qui ont des missions pour les PJ. Les PJ sont pas obligés de faire toutes les missions, tout ça, mais il y a cette idée que on va te donner des missions, quoi. Et ça, voilà, le bac à sable du quotidien essaye vraiment de rompre avec cette idée, c'est-à-dire que les PNJ, dans le bac à sable du quotidien, les PNJ ne confient pas de mission aux PJ. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est vraiment une très grande liberté pour les PJ. Et dans la philosophie du bac à sable du quotidien, cette liberté implique que, bah, justement, on va pas te demander de faire des missions, parce qu'en fait, quelque part, si on te demande de faire des missions, bah, c'est un peu MJ qui essaie d'amener ces mini-scénarios, tu vois, un peu en contrebande, quoi. Donc, l'idée, c'est que les PJ, dans un premier temps, peuvent être... Bah, ça veut dire que les PJ peuvent faire deux choses, peuvent faire trois choses, en gros. Ils peuvent se concentrer vraiment sur eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, dans la cour Corbel, ce que j'ai tendance à dire, c'est que à cour Corbel, il y a plein d'enjeux. Enfin, si tu veux, on est sur un contexte où, en fait, il y a plein d'intrigues de cours, plein de PNJ qui ont leur intrigue entre eux. Il y a en plus, il va y avoir une réunion au sommet très importante pour déterminer si les Corax vont rentrer en guerre avec les humains, enfin contre les humains ou pas. Donc il y a plein d'enjeux, mais en fait, les PJ ont le droit de s'en mêler s'ils veulent, mais vraiment aucune obligation. Personne ne les jugera s'ils ne s'en mêlent pas de ces enjeux. Et donc, ce que je dis souvent dans la cour Corbel, c'est que si tu as envie de passer la campagne entière à apprendre à jouer du clavecin, très bien, fais ça, quoi. Suis tes envies et tu peux te concentrer de façon égoïste sur les objectifs que tu t'es fixés pour ton personnage, quoi. Tu peux aussi passer en fait toute la campagne dans la contemplation, c'est-à-dire tu te balades de lieu en lieu, t'observes les PNJ, t'observes ce qui se passe, et t'es presque comme une sorte de fantôme, enfin voilà, tu t'es en touriste quoi, grosso modo, en mode touriste quoi, quasiment du walking simulator. Et puis l'idée aussi, c'est la dernière façon de jouer dans un bac à sable du quotidien, c'est de, en fait, entre guillemets, de choisir tes guerres. C'est-à-dire, finalement, tu vas t'intéresser à certains enjeux, tu vas t'intéresser à certains PNJ, et bien qu'on te le demande pas, et ben tu vas faire de l'ingérence dans leur affaire parce que tu estimes que qu'ils ont besoin d'aide, même s'ils ne t'en demandent pas explicitement. Voilà. Alors, un exemple qui est donné dans Demiurge Academy que je trouve intéressant, c'est l'affiche de recrutement pour un groupe de punk. C'est-à-dire que les PNJ peuvent avoir besoin de rechercher un bassiste pour leur groupe de punk. Donc toi, tu vas voir l'affiche, mais en fait, c'est pas un appel à mission dans le sens où bah t'es pas obligé de candidater pour être bassiste dans le groupe de punk, quoi. Tu peux, tu peux dire, bah tiens, je vais aller voir leur concert, je vais voir comment ils se débrouillent sans bassiste, ou tu peux totalement désintéresser ce groupe de punk, ou, enfin, voilà, c'est pas obligé que ce soit toi qui candidate pour être bassiste. Et puis, pourquoi pas, d'ailleurs, tu pourrais très bien candidater pour être bassiste et ne pas être retenu, quoi. Voilà. Et donc,
Voilà, autre point, je pense, qui est important dans cette notion de liberté d'action presque absolue pour les personnages. Je te renvoie à la vidéo sur la liberté d'action du personnage. Je pense que pour moi, ça doit être clair que les PJ peuvent partir à tout moment. Donc, par exemple, dans Demiurge Academy, ben, on doit pouvoir arrêter ses études et dire, moi, voilà, bon, j'ai fait 6 mois d'école de psychomagie, bon, ça m'intéresse pas, je vais faire autre chose, je vais partir, ou l'ambiance du campus me plaît pas, je m'en vais. Ça met évidemment fin à la campagne, mais pour moi c'est une clause hyper importante pour que vraiment on puisse parler de liberté d'action. La liberté d'action des personnages, c'est aussi la liberté de se barrer, et donc du coup de mettre fin au jeu, quoi. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, ça ne doit pas forcément être vécu comme un échec, hein. Voilà, c'est une conclusion, c'est une forme de conclusion qui peut être considérée comme tout autant satisfaisante qu'une autre. Donc, autre point très très important du bac à sable du quotidien, et je pense que ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y en a encore pas beaucoup de publiés, c'est qu'il faut un travail d'écriture assez massif avant de pouvoir jouer. En fait, il faut des lieux et des PNJ très étoffés, et notamment les PNJ doivent avoir des routines. Donc, par exemple, l'exemple que donne Valentin sur Demiurge Academy, c'est que ben, si tu vas à la cafétéria du campus de 10h à midi, tu sais que tu peux y croiser tel PNJ. Si tu vas de midi à 14h, c'est plutôt tel autre PNJ que tu vas croiser, et ainsi de suite, quoi. Donc on est vraiment un petit peu dans une atmosphère de Living City, quoi, de cité vivante, quoi. Et ça nécessite évidemment un travail d'écriture massif, quoi. Ça se rapproche beaucoup d'une autre philosophie de jeu qui paraît dans la grande famille du freeform, c'est le blurb. Le blurb, en fait, c'est une façon d'écrire des donjons où justement on va décrire le donjon de façon assez minutieuse, exhaustive, on va épuiser par écrit le potentiel du donjon, de façon à ce qu'après on maîtrise le donjon un peu comme si on était un ordinateur. On va pas avoir à improviser beaucoup de choses. On va plutôt être l'interface qui gère l'environnement, mais l'environnement il est préécrit, quoi. Et donc, bah voilà, le bac à sable du quotidien, ça se rapproche beaucoup du blurb, même si les finalités sont différentes. Mais en termes d'écriture, c'est pareil. On a des descriptions de lieux qui sont assez, voilà, des descriptions de lieux et de PNJ qui sont assez précises, de façon à ce que l'improvisation soit minimale et que entre guillemets pour le ou les PJ, voilà, quand on dit de façon apocryphe, il y a plusieurs PJ, pour que les joueurs ont l'impression de vraiment d'explorer un environnement qui préexiste, en fait, qui est solide. Et qui ne dépend pas de l'arbitraire de MJ, quoi. Quand même, souvent dans le bac à sable du quotidien, bah, le MJ c'est aussi la personne qui a écrit le contexte. Mais l'idée c'est que finalement on va découpler, quoi. Si tu écris le contexte et que tu t'interdis d'en dévier quand tu maîtrises, eh ben on va retrouver ce côté réalité virtuelle, tu vois, plus satisfaisante qu'avec un MJ qui improvise et qui trahit sa propre préparation. Donc voilà, ces PNJ, ils n'ont pas forcément aucune interaction avec les PJ, hein, parce que j'ai dit qu'il y a cette idée d'absence de mission qu'on fait au PJ, mais bon, en fait, si le PJ il est dans les parages, les PNJ vont interagir avec lui. Enfin, de toute façon, si tu vas à l'école, si tu vas prendre un cours, bah, le prof va interagir avec toi, par exemple, quoi. Tu vas à la cafétéria, bah forcément que la personne qui te sert va interagir avec toi, et ainsi de suite, quoi. Quand bien même tu viens pas solliciter les PNJ, bah des fois eux ils vont te solliciter. Après ça peut être de façon douce et souple, typiquement par exemple avec cette idée d'affiche du groupe de punk qui recrute. Bon bah voilà, l'idée c'est quand même que aller approcher un PNJ soit aussi quand même beaucoup de l'initiative
de joueurs, et tu peux être dans un environnement, et puis tu vas à la cafétéria, et puis tu parles à personne, et juste tu demandes au MJ de te raconter ce que font les PNJ, t'observes et tout, en touriste, quoi. Hein. Donc l'idée, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de narration environnementale. À nouveau, cette affiche du groupe de punk, je trouve que voilà, c'est un manifeste de narration environnementale assez clair, quoi. Après, c'est plus que de la narration environnementale, entre guillemets, c'est ludonarratif. Parce que, si tu veux, en jeu de rôle, en jeu vidéo, ce qu'on appelle la narration environnementale, c'est-à-dire que tu as l'environnement qui raconte une histoire. Mais en fait, cette histoire qui t'est racontée par l'environnement, alors c'est certes un peu moins dirigiste qu'une cinématique, un peu plus intégré, un peu plus immersif, la narration environnementale, mais pour autant, tu peux pas interagir, c'est-à-dire que quand tu es dans Dishonored et que tu vois des affiches ou des graffitis au mur, ça te donne des informations et tout, où t'entends des PNJ discuter et tout dans la foule, mais tu peux pas interagir avec eux, ça reste du décor, quoi. Certes, un décor un peu vivant et tout, mais tu peux pas interagir avec eux. Et bien sûr, la grosse différence dans le bac à sable du quotidien, c'est que cette narration environnementale, elle est faite pour que tu interagisses avec elle, quoi. Elle est faite pour amener du jeu, quoi. Si je te décris la carte des boissons à la cafétéria, c'est pour que tu choisisses une boisson et tout. C'est avec la possibilité, pourquoi pas, de demander au serveur de t'écrire un poème sur ton gobelet, je sais pas quoi. Voilà, s'il y a une affiche du groupe de punk, c'est pour que tu aies envie, pourquoi pas, d'aller au concert du groupe, d'aller les voir, de participer à une audition et tout. Donc tout ce qui est décrit, en fait, est potentiellement un appel, une proposition d'interaction. Donc on pourrait parler d'environnement ludonarratif, serait peut-être un peu plus un peu plus précis que narration environnementale, qui reste en fait quelque chose de dirigiste et de peu interactif, quoi. Voilà, on parle pas de marque jaune sur le terrain pour avancer, quoi. C'est quelque chose de, voilà, de beaucoup plus ludique, beaucoup plus interactif. Bon, alors, autre point, donc je t'ai beaucoup parlé de PNJ, je vais encore t'en parler parce que je pense que c'est vraiment très important, les bacs à sable du quotidien. MJ va incarner ces lieux et ces PNJ en profondeur, quoi, donc ils sont très détaillés, ils ont un peu, il y a beaucoup d'histoires cachées que peut-être les joueurs n'ont jamais accédé si elles grattent pas, mais qui se ressentent un peu en surface. Hein. Je crois qu'il y a une vidéo comme incarner un PNJ mémorable, un truc comme ça. Je te remettrai, je pense qu'il y a une vidéo que je parle de PNJ où on va détailler cet aspect-là. Mais l'idée, c'est que le but du MJ n'est pas de séduire les joueurs par ces descriptions, en fait. Si je te décris profondément un lieu ou un PNJ, c'est pas pour forcer l'interaction avec ce lieu et ce PNJ. À nouveau, la liberté d'action est une sorte voilà, une sorte de credo absolu. Et c'est juste parce qu'ils existent, ils font partie de la réalité virtuelle, et donc tant qu'ils sont dans le champ de perception du personnage, moi j'incarne ces lieux, ces PNJ dans toute leur profondeur, dans toute leur complexité, quand même cette complexité n'a absolument rien à voir avec les vies des PJ, et que peut-être les PJ vont s'en désintéresser au bout de 5 minutes, mais tant que c'est dans le champ de perception, moi je les interprète avec profondeur, avec conviction, en allant à fond, mais sans jamais chercher en fait, à dire que c'est une perche tendue, tu vois, enfin, où tout est perche tendue, tu vois, mais aucune perche n'est censée être obligatoirement attrapée, quoi. Donc voilà, tu vas à la cafétéria, il est possible que le serveur, il ait une histoire, tu vois, hyper profonde et tout, et qui va se sentir dans son RP, mais c'est juste parce que je veux que ce soit un figurant, que ce soit vivant, complexe. Après, si t'interagis à peine avec lui, c'est pas grave, c'est pas le but, forcément.
Voilà, un des outils évidemment, et je t'en ai fait un petit peu la démonstration avec ma lecture un petit peu ironique de Les choses de Georges Perec. Un des outils de MJ, un des outils principaux, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le joue quand je fais la cour Corbel, hein, c'est l'hypotypose, une description précise, vivante, qui essaye d'épuiser un lieu, d'épuiser un personnage, voilà, d'épuiser une situation. Donc par exemple, il y a une fois dans la cour Corbel, j'ai passé une demi-heure à décrire le petit déjeuner et tout. Bon, déjà je l'ai fait parce que à aucun moment les joueurs m'ont dit stop. Après ça fait clairement, je pense, je dirais que le pacte entre MJ et joueur dans le bac à sable du quotidien, c'est que par défaut, je dis bien par défaut, MJ va beaucoup parler. Clairement, va vraiment peut-être parler 75% du temps, 80%, voire 90% du temps. Hein. Faut s'accrocher, hein, c'est un pacte assez particulier. Hein. Généralement, la plupart du temps, c'est considéré totalement comme une faute. Je te renvoie à la vidéo sur les joueuses timides et à mon article sur le temps de parole. Hein. Mais après, l'idée, c'est que ça sert un but qui est totalement au service des joueurs, ça sert un but d'immersion, quoi, hein, concrètement, quoi. Et bien sûr, en fait, en réalité, les joueurs peuvent à tout moment stopper la description de MJ pour intervenir avec leur personnage ou pour simplement se barrer de la scène, quoi. Voilà, donc si j'en ai marre de la description du petit déjeuner, ça veut sans doute dire que simplement mon personnage a fini de prendre le petit déjeuner, ou en tout cas, en fait, ne prête plus. Ça peut être tout simplement le personnage décide de ne plus prêter attention, dire ouais, j'arrête de faire attention à tout ce qu'il y a au menu, tout ce qu'il y a dans ce buffet et tout. Après voilà, ces descriptions. Donc voilà, c'est hyper important. Capacité des joueurs, autorisation des joueurs à interrompre MJ à tout moment pour intervenir, pour faire un shift d'attention ou pour se barrer. Mais également, moi, ces descriptions, elles ont toujours un but en fait, c'est-à-dire parce qu'en fait, chaque lieu et chaque PNJ a une forme de message à passer, quoi. Et donc, par exemple, à la cour Corbel, pourquoi j'ai passé une demi-heure à décrire le petit déjeuner? Ça avait un certain but immersif, mais c'est aussi un but informatif très important. C'était parce que les PNJ en fait, quand ils arrivent à la cour Corbel, ils viennent d'un territoire en guerre où ils ont mené une vie très dure, dans le dénuement et tout, quoi. Et en fait, ils arrivent dans un endroit qui est extrêmement luxueux, quoi. Et donc, la description du petit déjeuner, je parle des oranges, des écorcés et tout, de la confiture de myrtille épépinée à la main et tout avec une plume d'oie, machin, des serveurs, des serveuses, des gens super bien habillés, discussions feutrées, des lustres et compagnie, bon bref. Et en fait, cette hypotypo, ce petit déjeuner, cette surdescription du petit déjeuner, elle amène une ambiance, en fait, que vous êtes arrivé dans un endroit de privilège absolu, de luxe absolu, et où en même temps, en fait, tout semble léger, tu vois, et en même temps tout semble grave, c'est-à-dire qu'en fait, les discussions au petit déjeuner, en fait, des fois de façon un peu métaphorique, mais ça ne parle que de politique et tout, et d'enjeux super importants en réalité, quoi. Et voilà. Et en fait, pourquoi j'ai pu continuer ma description du petit déjeuner pendant une demi-heure, c'est parce qu'en fait, les joueurs comprenaient qu'un tableau important se dessinait et voulaient en saisir toutes les nuances, en fait. Et donc, j'ai continué cette description parce que les joueurs ça les bouleversait dans le champ de perception de leur personnage et tout. Ça les faisait beaucoup progresser dans la compréhension de ce qui était en jeu à la cour Corbel.
Et donc, bah, ça les intéressait en fait, voilà, tout simplement. Euh, alors, on va parler un petit peu de système de résolution. Puisque donc je t'ai précisé que grosso modo le bac à sable narratif, ça s'inscrit dans le jeu de rôle sans règles. Et il y a effectivement pas de système de résolution, il y a même pas de règles ad hoc, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où genre ah bah tiens on va lancer un dé pour savoir si tu réussis avec une difficulté random fixée. Non non, ça n'existe pas dans le FKR, on est vraiment totalement dans une narrative. Et du coup, MJ va trancher en fait s'il doit y avoir des résolutions, parce que bon, euh, je sais pas, par exemple, t'es à la cour Corbel et tu décides de défier un PNJ en duel d'escrime, qui gagne? Comment on fait? Comment on fait pour savoir, sachant qu'on ne peut même pas lancer 2 dés? Eh bien, la boussole principale, ça va être la logique fictionnelle. Concrètement, bah voilà, si dans l'historique de notre PJ n'a jamais pris de cours d'escrime et que moi, dans l'historique de mon bac à sable, la personne qui a été défiée, le PNJ, c'est un maître d'escrime, bah voilà, le PJ il va se faire éclater, sauf si, pour des raisons diplomatiques ou je ne sais quoi, sentimentales, le maître d'escrime désire perdre ce combat, quoi. Mais même là, du coup, je vais le chorégraphier, je vais raconter le combat et on va comprendre en fait à travers le combat que certes le PSG gagne, mais c'est parce que c'est clairement une défaite qui est chorégraphiée par le maître d'escrime, quoi. Et donc, la seule façon pour que cette logique narrative, elle donne toujours une réponse un petit peu infaillible, euh, eh ben c'est la profondeur. Voilà, il faut que le bac à sable du quotidien ait une profondeur, que tout soit bien contextualisé. Et si tout est suffisamment contextualisé, en théorie, on trouve toujours une logique narrative et on sait toujours comment résoudre une situation. Après, des fois, c'est purement esthétique. Hein, je veux dire. Euh, si voilà, c'est si on fait une danse, on va pas faire un dé pour savoir si tu danses bien, mais c'est plutôt je vais demander au joueur à ton avis, est-ce que tu penses que tu danses bien et tout. Et donc le joueur en fonction de son background, en fonction de son mood va dire, puis qu'est-ce que raconte la danse, c'est peut-être plus important de savoir voilà, d'évaluer entre guillemets qui gagne la danse, tu vois, ça a pas tellement de sens. Alors, je poursuis. C'est long, hein. Mais bon, j'espère que c'est intéressant. Sur le rapport au temps de Bakassab du quotidien, là aussi, il est très particulier. Euh, Après, il y a un rapport, je te l'ai pas trop dit, mais pour moi, le Bakassab du quotidien, je pense que Valentin me contredirait pas, est très inspiré à sa façon de la scène old school Renaissance. On a parlé du FKR tout à l'heure. Il y a des rapports, moi je trouve aussi très très importants entre les FKR et le bac à sable du quotidien. À une différence près hein, quand même, c'est-à-dire que le bac à sable du quotidien, comme je te l'ai expliqué, est, est quand même très opposé au jeu d'aventure, enfin, sur bien des points, est très opposé au jeu d'aventure. C'est pas un jeu d'aventure, c'est pas exactement ça. Puisqu'on ne donne pas de mission au PJ. Enfin bon, après, dans le jeu d'aventure, il y a cet aspect bac à sable quand même, mais bon, bref. Je... c'est pas exactement la même chose, quoi. J'espère que tu m'as compris. Il y a un rapport au temps qui est très particulier dans le bac à sable du quotidien, mais qu'on va retrouver dans certaines façons de jouer au SR. C'est que on va jouer en temps réel, dans le sens où on considère qu'en fait que tout a de l'importance. Donc, pourquoi je passe une demi-heure sur mon petit déjeuner? C'est aussi parce que, bah voilà, en fait, on ne fait pas d'ellipse en bac à sable du quotidien. Enfin, faut vraiment, c'est un truc qu'on essaie d'éviter au maximum. C'est-à-dire que il est possible que
que ta longue campagne de bac à sable du quotidien, au final, tu vas jouer peut-être 2 semaines dans la vie du personnage, parce que on joue presque en temps réel, quoi. Je dirais que voilà, allez, disons que pour couper la poire en deux, tu vas passer peut-être 1 heure à jouer une demi-journée la vie de ton personnage, quoi. Peut-être même 2 heures la demi-journée, tu vois. Pas tout à fait du temps réel, mais ça s'en rapproche, quoi. Et du coup, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de scènes slice of life, hein. Beaucoup, même contemplatives. Donc je t'envoie la vidéo sur le Loki, sur le jeu sans conflit et tout. Ça va beaucoup monopoliser ces choses-là, quoi. Il y a beaucoup de scènes où il y a juste peu d'enjeux, ou alors des enjeux très souterrains, quoi. Ou des enjeux qui ne concernent que les PNJ, quoi. Tu vas avoir deux PNJ s'engueuler et tout, voire même s'affronter, et toi tu vas juste témoigner de ça, quoi, hein, et tu seras pas impliqué, quoi, si tu ne veux pas t'impliquer. Après, il y a cette notion de fatalement, on va dire une progression assez naturelle, tu vois, même si je dis oui, tu peux passer la totalité de la cour Corbel à apprendre à jouer du clavecin, mais il y a une progression assez naturelle, je dirais, from cozy to drama, c'est-à-dire de la tranche de vie au drame, dans le sens où fatalement, il y a bien un moment où je pense que les joueurs vont s'intéresser à la vie des PNJ, au drame des PNJ, vont développer aussi des problématiques importantes ou intenses. Il peut d'ailleurs avoir un aspect de création de personnages où tu peux peut-être déjà arriver sur le bac à sable du quotidien avec tes propres dramas, quoi. Je pense que c'est possible. Est-ce que c'est une trahison du bac à sable du quotidien? Je sais pas. Je crois que dans des murs académiques, quand même, ton personnage arrive assez vierge et genre, ton personnage commence sa vie étudiante et n'a pas vraiment de drame. Bon, c'est un personnage un petit peu neutre et tout, quoi. Mais je peux me tromper. Donc voilà, forcément tu vas t'impliquer émotionnellement au fur et à mesure, et donc on va avoir assez naturellement cet acte from cozy to drama, mais c'est pas obligé, tu peux rester cozy tout du long. Après par exemple dans la cour Corbel, bon bah si tu passes toute la campagne à apprendre à jouer du clavecin, il y a un côté un peu comment du coup c'est un peu premier plan cosy, arrière-plan dramatique, dans le sens où il y a ce côté un peu grinçant, un peu ironique, un peu presque glaçant, où en fait ton personnage a choisi de s'adonner à rester dans une légèreté radicale, à s'adonner à des choses légères, à apprendre à jouer du clavecin, tout ça, machin, jusqu'à peut-être devenir un maestro. Euh, et en fait, en arrière-plan, dans la cour Corbel, il se passe des choses hyper dramatiques, il y a des enjeux politiques massifs, les PNJ, eux, ont des drames hyper importants, donc il peut se passer, au moins pour les PNJ, des trucs hyper glauques, hyper graves, mais toi, t'as fait un petit peu l'autruche, t'as appris à jouer du clavecin, t'as eu peut-être des histoires d'amour avec quelques PNJ, tout ça, machin, t'as développé une relation avec la personne qui te mentore, avec les autres élèves et tout, et on va dire, t'as un peu, voilà, tu t'es mis un peu des œillères sur l'arrière-plan, en fait, hyper dramatique. Et c'est intéressant, hein. Tu vois, quand je le dis, ça a l'air d'une critique, mais en fait, cette façon de jouer, je la trouve hyper intéressante, et elle dit énormément de choses, quoi. Euh, donc pour résumer, en fait, voilà, on va finir, c'est quoi la motivation principale des joueurs? Ça va être l'exploration de l'environnement, le développement de relations avec les PNJ, et également l'exploration intime de son propre personnage en fait. Et donc bien sûr, je te renvoie sur mon article sur le jeu à la dérive et je te renvoie à ma vidéo sur l'intime pour creuser un peu ces aspects-là. Voilà, j'espère t'avoir intéressé à cette façon de jouer. Alors, j'ai dit que aucun jeu bac à sable du quotidien n'était diffusé. C'est pas tout à fait vrai parce que La Cour Corbel a été diffusée.
mais en mode brouillon, quoi. Enfin, tu vas voir, enfin, t'as une description des PNJ, certains sont pas finis, enfin, il y a plein de choses pas très très finies et tout. Il y a beaucoup de notes, c'est un peu le bazar, quoi. C'est vraiment, c'est un brouillon, quoi. Donc, il est possible que tu arrives à maîtriser la cour Corbel avec ce matériel, mais il est possible que tu n'y arrives pas. Et donc voilà, je te présente une scène qui nécessite beaucoup de travail à être mise en pratique. Mais peut-être que ça donnera quand même envie. Moi, si tu veux, j'en ai eu envie en fait en écoutant, enfin en discutant avec Valentin T, avec Simon et Manon Lee, en écoutant leurs podcasts, leurs émissions. Tu vois, j'ai même pas joué d'ailleurs à leur jeu quoi. Ça m'a quand même donné envie d'en faire et d'en jouer quoi, parce que si j'ai pas fini d'écrire la cour Corbel, par contre j'avais quand même suffisamment écrit le matériel pour pouvoir y jouer quoi. C'est ça qui fait peut-être un peu moins peur, c'est qu'en fait si tu le maîtrises pour toi, le bac à sable du quotidien, je dis que ça demande un gros boulot d'écriture, mais si tu es dans une démarche de jeu de rôle maison que tu fais juste pour toi et là où les personnes avec qui tu veux jouer, bah tu peux écrire les choses un petit peu en bullet point, tu vois, il peut manquer des trucs, tu peux quand même peut-être autoriser un petit peu d'impro, et voilà, ça va le faire, ça va rester quand même quelque chose de bac à sable du quotidien assez canon, quoi, et ne pas demander non plus un boulot universitaire. Mais je pense que le jour où il y aura des bacs à sable du quotidien qui vont sortir, être diffusés, il est possible que ce soit des jeux qui fassent au moins 100 pages, peut-être 200, 300 pages, avec enfin une sorte de méga donjon, drama, enfin, narratif, tu vois. C'est à ça que ça risque de ressembler, quoi. Un bac à sable du quotidien une fois rédigé. Et bien sur ces bonnes paroles, je te fais des gros bisous si consenti. J'espère que ça t'a intéressé malgré la longueur. Et puis on se voit à la prochaine. Je crois que du coup on changera de série. Hein. Je crois que j'ai épuisé la série. Ah non, non, on va parler des points d'expérience. On restera sur les critiques de jeux et de scènes et on parlera des points d'expérience. Faut que j'arrête d'annoncer les vidéos parce que des fois je chamboule mon planning donc ça va pas être ça. Mais je pense que ce sera ça. Allez, à la prochaine!